Choisir un camp. Chapitre 8. Engagement dans l'US Army. Suite. Walter. 26 août 1944. Avant que la 4e division parte à la poursuite des Allemands qui se replient, j'écris une lettre destinée à ma mère que je confie à Étienne pour qu'il la poste. J'espère que cette lettre arrivera à bon port malgré les risques. J'ai essayé de lui faire comprendre ce que je vis sans en dire trop en me référant à l'histoire de Roméo et Juliette, en lui révélant que les Capulet ont accepté le Montaigu que je suis, et que, logiquement, notre histoire ne devrait pas finir aussi tragiquement que la leur. Je veux seulement qu'elle comprenne que je vais bien, car la dernière missive que je lui avais adressée date de la mi-avril, dans laquelle je lui disais que j'avais rencontré une jeune femme pour laquelle j'éprouvais de tendres sentiments et qui changeait ma vie, sans plus de détails. De toute façon, elle ne pourra pas me répondre, puisque je ne lui laisse aucune adresse. À la mi-août, nous sommes à Carouge, dans le sillage de la 2e DB française de Leclerc, qui a intégré la 3e armée dirigée par Patton, et qui a pour mission de fermer la poche de Falaise. Pendant une semaine, les hommes ont vécu dans les maisons, dans les fermes, dans les camps installés dans les prés aux alentours. Les gamins du coin passaient leur temps avec les GIs pour glaner chocolat et cigarettes, pendant que certains soldats troquaient des Rangers contre du Calvados. Le bruit commence à courir que nous pourrions rejoindre Paris d'ici une semaine. Les liens avec mon équipe se sont bien resserrés par le biais de notre travail. Les troupes allemandes, dans leur retraite, bombardent villes et villages, se battent quand même comme des diables et laissent parfois derrière des tireurs d'élite, des chars et beaucoup de mines et de pièges explosifs. Les hommes doivent être prudents et ne jamais ramasser de matériel ou quoi que ce soit d'autre abandonné au risque d'être grièvement blessés ou pire, rencontrer leur créateur. Certains ont fini entre nos mains pour ne pas avoir suivi ces consignes de sécurité. Nous avons assisté à la messe dans l'église catholique du village, célébrée par l'aumônier de la division. Car le prêtre ainsi que le maire de la commune ont été tués en enterrant 3 soldats allemands morts au combat. Les corps avaient été piégés à l'explosif, et le maire avait été tué, et le prêtre grièvement blessé en déplaçant les corps en état de décomposition. Mes camarades de la compagnie n'imaginaient pas des soldats capables de telles atrocités pour causer des pertes chez leurs ennemis. Je réalise que la division allemande qui est passée dans le coin est la division SS Das Reich, et si je suis aussi écœuré qu'eux, je suis moins étonné. Lorsque je leur relate les méfaits dont ces SS se sont déjà rendus coupables à Oradour, à Tulle et ailleurs, ils sont outrés. Je ne leur épargne pas non plus les récits des crimes des SS en Allemagne même. Pendant notre progression, nous nous retrouvons aussi régulièrement assoyés des civils qui subissent largement les effets de ces pièges ou des mines disposées un peu partout, car ils ne sont pas formés pour les détecter. Mais ce qui domine dans les jours qui suivent, c'est l'accueil des habitants des villages que nous traversons. Ils sont fous de joie, et dès que nos véhicules s'arrêtent, ils nous serrent la main, du moins les hommes, car les femmes, quel que soit leur âge, nous sautent au cou pour nous embrasser sur chaque joue. Si elles savaient qu'en réalité, je suis allemand. Nous recevons des pommes, des tomates, du pain et toutes sortes de denrées, sans compter les petits verres d'eau de vie. Leur attitude est moins agréable lorsqu'ils voient des camions de prisonniers allemands. Je crois que s'ils pouvaient, ils les mettraient en pièces. Et de temps en temps, ils y arrivent. Je dois dire que cela m'attriste, car ils ne s'en prennent pas forcément à ceux qui le méritent. Mais je peux aussi comprendre qu'ils font un amalgame. N'entends-je pas souvent dire qu'un bon Allemand est un Allemand mort? Depuis le 21 août, les journaux évoquent une insurrection à Paris. La fermeture de la poche de Falaise a sonné le glas de la résistance des troupes allemandes. Celles qui ont pu s'échapper se replient vers la Seine. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les milliers de morts et de blessés parmi les soldats allemands dont une majorité n'avait plus vraiment envie de se battre. Seules quelques unités fanatiques de la Waffen-SS appartenant aux divisions Adolf Hitler, Hitlerjugend, Hohenstaufen et Frundsberg avaient cette capacité de rétablissement moral liée à leur fanatisme leur permettant de contre-attaquer efficacement, peut-être aussi avec une bonne dose de pervitine. Cette victoire stratégique des Alliés a en tout cas semblé donner des ailes aux Parisiens.
L'exemplaire du journal Combat du 21 août que j'ai eu entre les mains parle de l'occupation de la préfecture de police et des commissariats par les forces de la police résistante, de l'attaque par les FFI d'édifices publics, dont des mairies d'arrondissement, et de convois allemands qui évacuaient la capitale. Des combats violents y auraient eu lieu, et le général von Choltitz, via le consul de Suède, aurait demandé une suspension d'armes pour discuter de l'évacuation des troupes allemandes. Une trêve temporaire a été conclue avec un ordre de cessez-le-feu par les représentants du gouvernement provisoire, regroupant des membres du comité de libération parisien, du Conseil national de la résistance et de la délégation en France du général de Gaulle, pour permettre cette évacuation, sans augmenter les effusions de sang et la destruction de monuments. Cette brève trêve permet aussi à la résistance de conforter ses positions. En outre, en marge des événements de la capitale, des accrochages et embuscades ont été organisés par des partisans et résistants en banlieue parisienne. Nous apprenons le 24 que les insurgés ont envoyé un des leurs, chef d'état-major du colonel Roltanguy, auprès du général Patton pour lui signaler que la moitié de la ville s'est libérée le 23, mais que la situation des résistants est critique. Face à cette situation, le général Leclerc, avec l'accord de Gaulle, a donné l'ordre de marcher sur Paris aux éléments de reconnaissance de sa 2e division blindée française, ce que le général américain Gerow, son supérieur hiérarchique, furieux, considère comme une insubordination. Mais Eisenhower, doutant de pouvoir retenir les Français, a fini par accepter. Et c'est justement l'Ivy, notre division, qui l'envoie en renfort avec, en plus, un groupe de reconnaissance, le 102e Cavalry Reconnaissance Squadron. Pour moi, c'est un signe. Je vais pouvoir obtenir des renseignements, par exemple auprès de la Croix-Rouge, sur d'éventuels convois de déportés partis depuis fin juillet et leur destination. C'est ainsi que le 25 août 1944, la 4e division a participé à la libération de Paris, aux côtés de la division française de Leclerc. Mais nous avons laissé à l'armée française de libération le privilège de pénétrer la première dans la capitale, garantissant à la libération de Paris l'image d'une victoire essentiellement française. En quelques heures, soutenue par le 12e régiment de notre division Ivy, elle a anéanti la résistance allemande, mettant fin à 5 jours de soulèvements, barricades et combats de rue. Les seuls combats que le 12e a eu à mener ont été de neutraliser les tireurs isolés réfugiés sur les toits. Ce sont les éclaireurs du 38e de cavalerie qui s'en sont chargés. Le 12e régiment s'est arrêté au niveau de l'île de la Cité. Ensuite, toutes les autres unités ont verrouillé les points clés, ponts, universités et tout ce qui se trouve au sud de la Seine. Puis, après s'être rendu au lieutenant Karcher de la 2e DB, le général von Choltitz a signé la reddition à la préfecture de police devant Leclerc, puis il rejoue la Seine au QG du général de la 2e DB à la gare Montparnasse en présence de Roltanguy. C'est étrange de retrouver von Choltitz ici, car juste avant la disparition de Louise, il avait brièvement commandé le 84e corps d'armée en Normandie et logé près de Coutances, à Ouville, dans la ferme de la Fosse-aux-Loups. Il n'a été finalement gouverneur du Grosse-Paris que pendant 18 jours. Bien qu'il y ait eu un cessez-le-feu, il reste quelques tireurs isolés. Et tout aussi dangereux sont certains détenteurs d'un fusil, trop éméchés après avoir fêté en avance la libération de la capitale, comme ce sapeur-pompier qui a confondu une Jeep américaine avec un véhicule allemand et a tiré, blessant grièvement un de nos gars au bassin. Lorsque j'arrive avec une petite équipe dans la pharmacie où il a été transporté, le sergent Larry Russell a reçu les premiers soins d'équipier de la Croix-Rouge et de Madame Thomas, la pharmacienne. Sa blessure a nécessité son évacuation rapide. Ernest Hemingway, un reporter photographe civil travaillant pour le magazine Couriers et incorporé au sein du 22e régiment, a immortalisé ces événements sur pellicule couleur. Ce type est incroyable. Je sais que c'est un écrivain reconnu dans son pays, mais je n'ai lu qu'un livre de lui, L'adieu aux armes, quelques années avant que ce bouquin fasse partie de la liste auto. Je me souviens surtout qu'il s'agit d'une histoire d'amour tragique entre un soldat américain et une infirmière britannique pendant la Première Guerre mondiale. Le roman se termine sur une note sombre, avec la mort de l'infirmière lors de l'accouchement de leur 2e enfant, après que son premier est mort peu après sa naissance. Son compagnon, dévasté par cette perte, se retrouve seul,
sans espoir ni perspective d'avenir. En repensant à cette œuvre, je me rends compte que, comme ce soldat, j'ai vécu et je vis encore ce genre de situation. Et, comme lui, je connais l'horreur et la brutalité de la guerre au point de remettre en question les motivations et les valeurs de ceux qui la mènent. J'ai d'ailleurs confié à l'auteur lui-même combien j'avais apprécié à l'époque la manière dont il avait dépeint avec réalisme les horreurs de la guerre et les conséquences dévastatrices qu'elle peut avoir sur les individus. Je lui ai aussi avoué que je n'avais saisi le réalisme de ce témoignage poignant sur une époque sombre de l'histoire de l'humanité qu'en y étant confronté moi-même. Nous avions eu cette discussion autour d'un verre, enfin un verre pour moi, mais beaucoup plus pour lui. Inutile de préciser que je n'ai absolument pas tenu la route face à Ernest, qu'il s'agisse du nombre de verres ingurgités ou du nombre de cigares fumés. Ses capacités dans ce domaine sont aussi débordantes que son ego et son talent. Il a un tel culot qu'il avait réussi, avec l'appui de l'état-major de la 3e armée, commandé par Patton, à obtenir un rendez-vous avec le général Leclerc, auprès duquel il s'était rendu en tenue mi-militaire, mi-civile, afin de lui demander un blindé de reconnaissance, 2 ou 3 jeeps et une demi-douzaine d'hommes, rien de moins, pour aller tout de suite vers Paris libérer le bar de son palace favori, le Ritz. L'accueil du général avait été glacial. Il avait même éjecté le reporter en le traitant de clown. Inutile de dire qu'Ernest n'avait pas gardé un très bon souvenir de Leclerc, dont le comportement l'avait étonné. Inutile de dire que moi, je comprends la réaction de Leclerc. Pour autant, Hemingway avait suivi son idée fixe, et le 25 août, vêtu de son uniforme de correspondant, fusil mitrailleur au poing et accompagné d'un groupe de résistants, il était arrivé en jeep, place Vendôme, avait fait irruption dans le palace et annoncé qu'il venait libérer personnellement le Ritz et son bar, réquisitionné en juin 1940 par les nazis et occupé par les dignitaires allemands, dont à l'occasion Göring et Goebbels. Un des résistants qui l'avait accompagné m'a raconté que le directeur du palace lui avait répondu que les Allemands étaient partis depuis longtemps et qu'il ne pouvait pas le laisser entrer avec une arme. Hemingway était allé reposer son fusil dans la jeep pour revenir au bar où il avait laissé une ardoise faramineuse de 51 dry martini. Il n'a pas été le seul à beaucoup boire cette nuit-là. L'ambiance a été très festive. Beaucoup de GIs ont été invités à boire et manger chez des Parisiens et ont abusé du Pernod. Beaucoup aussi n'ont pas dormi seuls et ne sont rentrés qu'au petit matin. J'espère au moins qu'ils ont pris leurs précautions. Et la fête ne dure pas que ce soir-là. J'y participe raisonnablement. Je ne veux surtout pas jouer les troubles-fêtes. Mais je n'oublie pas que je suis venu là pour accomplir une mission, bien plus importante à mes yeux. Retrouver une trace de la femme de ma vie. Pendant qu'Ernest plastronne et que le général de Gaulle arrive à Paris pour se joindre à la parade cérémoniale, malgré le risque que des tireurs d'élite allemands soient encore présents dans la ville, je mène mon enquête auprès de différents services. Il y a urgence car la majorité des armées alliées ont des groupes au-delà de la Seine et notre groupe d'armées va se diriger vers le nord, comme le 21e groupe d'armées britannique. J'apprends par la Croix-Rouge que le camp de Drancy avait été administré par la préfecture de police de la Seine et était contrôlé par les autorités allemandes jusqu'au 2 juillet 1943, mais qu'à partir de cette date, les services de sécurité nazis, aux ordres d'Alois Brunner, en avaient repris le commandement et avaient accéléré la déportation de Juifs. Les policiers français avaient été repoussés hors du camp, laissant les SS seuls mettre à bord. La femme qui me reçoit m'assure que depuis la fin juillet, un seul convoi pouvait correspondre. Il était parti le 15 août, avec 2200 hommes et femmes, au moins, à destination de l'Allemagne, sans doute un des transports qui a emmené le plus grand nombre de déportés vers le Reich. Je ne peux pas oublier car c'est très récent, m'affirme-t-elle. Et le départ, initialement prévu le 12, avait été retardé par la grève des cheminots parisiens. Par ailleurs, les installations de la gare de l'Est ayant été détruites par la résistance dans la nuit du 12 au 13, les autorités allemandes avaient décidé de former le convoi ferroviaire en gare de Pantin. Elle précise que les hommes étaient arrivés le matin, suivis dans l'après-midi par les femmes. Si les hommes venaient des prisons de Fresnes et du Cherche-Midi, du fort de Romainville et du camp de Compiègne, les femmes avaient été internées à Fresnes.
Pour emmener ces dernières vers la gare de Pantin, les SS avaient dû menacer de leurs armes les chauffeurs de bus parisiens qui refusaient de leur obéir. La Croix-Rouge, informée de la constitution d'un train de déportation, s'était rendue à la gare de Pantin, où elle avait distribué des colis contenant des rations alimentaires et obtenu la libération de 36 personnes, des malades et des femmes enceintes, emmenées ensuite à Fresnes ou dans des hôpitaux. Le train était parti dans la soirée du 15 août et s'était arrêté avant d'atteindre la gare de Nanteuil-Sassy. Le pont ferroviaire enjambant la Marne ayant été détruit par un bombardement le 8 août, les déportés avaient dû rejoindre à pied cette gare où un autre train les attendait, en traversant les villages de Luzancy, Méry et Nanteuil-Sassy. À l'occasion du transbordement, plusieurs évasions avaient eu lieu, et les SS encadrant le transport avaient procédé à des exécutions. En outre, une personne malade avait été libérée durant l'opération de transbordement. Le 17 août, la résistance avait vainement essayé de stopper le convoi à Dormans, dans le département de la Marne. Plus tard, le chef de gare de Revigny, dans celui de la Meuse, à la demande de la Croix-Rouge, avait tenté lui aussi de convaincre le chef de train SS d'arrêter le transport, mais sans plus de réussite. Dans le même temps, à Paris, le consul de Suède, Raoul Nordling, avait signé un accord avec le major Hume, représentant le militaire Befehlshaber en France, selon lequel les prisonniers et déportés avaient été placés sous la protection du consul de Suède. Cependant, les nombreuses démarches du diplomate n'étaient pas parvenues à arrêter le transport du fait du refus du chef de train SS. Dans la nuit du 17 au 18 août, le train était arrivé à Bar-le-Duc. La Croix-Rouge, qui avait demandé l'arrêt du train, n'avait obtenu que la libération de 3 femmes et d'un prêtre polonais malade. Le 18, à Lérouville, puis à Havricourt, au passage de la frontière, elles avaient renouvelé infructueusement cette demande. Le même jour, lors d'une halte à Nancy, des membres du gouvernement Laval, en route pour l'Allemagne, avaient demandé au préfet d'intervenir pour stopper le transport, sans plus de succès. Peu après le départ de Nancy, 2 femmes avaient réussi à s'évader. Puis 2 malades avaient, semble-t-il, été libérées, l'une à Havricourt, l'autre à Sarrebourg. Voilà tout ce que je peux vous dire, conclut mon interlocutrice. Les hommes ont été emmenés à Buchenwald, les femmes à Ravensbrück. Sur les 543 femmes de ce convoi, la plupart avaient été arrêtées dans le département de la Seine, 27 dans le Loiret, 8 en Seine-et-Oise, 1 en Seine-et-Marne, 17 en Côte-d'Or. Ces lieux d'arrestation ne signifient pas grand-chose. Émile a pu amener Louise à Paris ou Orléans. L'endroit où il l'a remise à la Gestapo est celui qui a été retenu. Lorsque je demande à cette femme si le nom de Louise Drouin lui évoque quelque chose, elle réfléchit un moment. Ça me dit quelque chose. J'ai vu un nom de femme comme celui-là. Il y a bien une Louise, mais je ne saurais vous affirmer si c'est Drouin ou Druon. À mon grand étonnement, elle ajoute que 168 aviateurs alliés avaient aussi été déportés dans ce transport. Je pense que cette information devrait intéresser mes supérieurs, car ces hommes auraient dû être considérés comme des prisonniers de guerre et non déportés. Mais recueillis par des réseaux de résistance après avoir été abattus au-dessus de la France et arrêtés lors des démantèlements de ces organisations, aux yeux des SS, ils avaient perdu leur statut de prisonniers de guerre. J'ai quand même glané quelques pistes que j'ai notées au fur et à mesure. 1. Toutes les femmes avaient été emprisonnées à Fresnes. Je vais devoir me renseigner là-bas. 2. Elles avaient été emmenées en bus vers la gare de Pantin. Parmi les chauffeurs de bus menacés par les SS, peut-être qu'au moins un se rappellera s'il a vu ma jolie rousse. 3. 36 personnes, des malades et des femmes enceintes, avaient été libérées et emmenées à Fresnes ou dans des hôpitaux. Reste à savoir lesquels. 4. Les déportés avaient dû rejoindre à pied la gare de Nanteuil-Sassy en traversant les villages de Luzancy et Méry. Quelqu'un les avait peut-être vus, et Louise, avec ses cheveux roux, ne passe pas inaperçue. 5. Une personne malade avait été libérée durant l'opération de transbordement, et 3 femmes ainsi qu'un prêtre polonais malade l'avaient été à Bar-le-Duc, comme 2 autres femmes, l'une à Havricourt, l'autre à Sarrebourg. Quel est le nom de ces femmes? 6. Il y avait eu aussi les évasions lors du transbordement et les 2 femmes qui avaient aussi réussi à s'échapper peu après le départ de Nancy. Je commence par demander à mon informatrice de la Croix-Rouge
les noms des personnes libérées, mais aucun nom ne correspond à ma Louise. Les réponses qu'elle m'apporte éliminent déjà 2 pistes. Malheureusement, je ne peux obtenir de renseignements à Fresnes. En revanche, en allant au siège de la société de transport en commun de la région parisienne, je réussis à avoir les noms des chauffeurs qui ont effectué sous la menace le transfert entre Fresnes et la gare de Pantin. L'un d'entre eux, lorsque je lui montre la photo de Louise, se rappelle d'une jolie rousse. Cette piste est infime, mais je tiens quelque chose. Si j'ai la chance que Luzancy, Méry et Nanteuil-Sacy soient sur le trajet de notre prochaine étape, je pourrais peut-être avoir une confirmation de la présence d'une jeune femme rousse parmi les déportés. Walter, septembre 1944. Le 28, nous avons traversé la Marne, à Meaux, pour nous diriger ensuite vers Soissons. Une fois encore, j'ai eu de la chance, car nous sommes passés à proximité des villages que je visais. Et à la gare de Nanteuil, un agent s'est souvenu avoir vu une jeune femme ressemblant beaucoup à Louise. Maintenant, il reste à savoir si elle est une des 2 femmes évadées après Nancy, ce qui risque d'être compliqué. Nous avons continué notre course effrénée vers le nord. Le 3 septembre, nous approchons de Saint-Quentin et nous arrêtons pour la nuit à Itancourt. Puis nous reprenons la route jusqu'à Cateau-Cambrésis, où nous bifurquons vers l'est. Nous avons avancé plus vite que je l'espérais, mais à mon avis, les choses vont certainement se gâter. Je ne vois pas Hitler lâcher le morceau si facilement. Pourtant, nous franchissons la Meuse au sud de Namur le 6 avant de nous diriger vers Liège. Les Allemands ont fait sauter le pont de la route de Liège juste avant Oufalise pour protéger leur fuite, mais les artisans de la ville l'ont reconstruit rapidement, permettant à nos troupes d'accéder à leur cité et de défiler sous les acclamations des habitants qui nous offrent ce qu'ils ont encore comme victuailles. Les femmes cuisinent des gâteaux, les hommes débouchent les bonnes bouteilles qu'ils avaient dissimulées. Nous sommes couverts de fleurs et de baisers. Bref, c'est la liesse avec une multiplication des balles et beaucoup de relâchements. À tel point que le clergé de la ville s'en est ému, mais l'intervention auprès des autorités militaires américaines ne donne pas les résultats escomptés. En clair, les édiles belges doivent s'habituer aux mœurs plus évoluées de leurs libérateurs. Beaucoup de GIs se laissent aller avec les jeunes filles belges, y compris parmi mes hommes. La même chose se reproduit partout où nous arrivons en vainqueurs, comme cela a été le cas depuis le débarquement en Normandie. Il faut dire que le journal Stars and Stripes, publié par les forces armées américaines et lu avidement par les milliers de soldats déployés en Europe, regorge ainsi de photos de Françaises embrassant les libérateurs depuis le débarquement. Les Françaises sont folles des Yankees. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre d'ailleurs le journal le 9 septembre 1944. Je l'avais déjà remarqué à 40 ans, mais je n'avais pas réalisé que parmi ces jeunes filles, qui certes en pinçaient pour les boys, certaines avaient été victimes de viols. Mais comme toujours, celles-ci n'en ont pas parlé. En vivant désormais le quotidien des soldats américains, si je n'ai pas été confronté directement à ces comportements qui me dérangent beaucoup, j'entends parfois des conversations édifiantes. Je reconnais la détermination de tous ces soldats à atteindre Berlin le plus vite possible pour mettre un terme au règne meurtrier de Hitler. Mais je ne peux supporter qu'on contraigne une femme à avoir des relations sexuelles. Peut-être que je réagis ainsi parce que déjà dans la Wehrmacht, j'étais marié et père de famille. Aujourd'hui, quand j'entends certains soldats parler de leur conquête, j'imagine le sort qu'aurait pu subir Louise si elle n'avait pas été avec moi. Le premier lieutenant Andrew Burns, originaire de Floride, avec lequel je m'entends bien, m'explique les raisons de ces comportements. Cela va peut-être te choquer, Walt, mais pour motiver les GIs à combattre si loin de chez eux et à se jeter sous le feu ennemi au péril de leur vie, l'armée a 2 types d'arguments. Le premier invoque le patriotisme, la solidarité entre les démocraties, les crimes barbares des nazis. Le second est « Pensez à la beauté des femmes françaises qui n'attendent que vous et sauront comment récompenser leurs libérateurs. » Bref, l'armée leur a promis une France peuplée de femmes faciles. Et Stars and Stripes, avec toutes ces photos de jolies Françaises embrassant les libérateurs que nous sommes, enfonce le clou. J'entends bien que le commandement militaire américain
a vendu le débarquement à ses soldats comme une aventure érotique et a sciemment exploité le mythe de la femme française, experte en matière sexuelle et disponible, arguai-je. Mais cela ne justifie pas les viols. Notre psychiatre te dirait que la prostitution et le viol sont aussi une manière de dominer la France, de dominer les hommes français qui ont été incapables de protéger leur pays et leurs femmes face aux Allemands en 1940 et les années suivantes. Je suis atterré. La Wehrmacht avait organisé tout un système de bordel dans toutes les zones occupées, et le bordel était entré dans le quotidien de l'occupation au même titre que la librairie du front et le foyer du soldat. Pour ce faire, des bordels existants avaient été réquisitionnés pour les soldats allemands et la Wehrmacht prescrivait aussi la fixation des tarifs. Il y avait d'ailleurs tout un catalogue exhaustif de mesures destinées à réglementer les relations sexuelles entre nos troupes d'occupation et la population civile féminine. Les femmes soupçonnées de proposer des services sexuels ou d'entretenir des contacts non contrôlés avec des membres de la Wehrmacht risquaient d'être envoyées en camp d'internement. L'administration militaire accordait une très grande attention au contrôle de la prostitution, et les bordels permettaient aux soldats et officiers d'avoir accès à des femmes et de leur proposer des compensations sexuelles. Ceci était d'autant plus net dans le cas de la France occupée que le commandement militaire allemand voyait dans la France voisine une zone de détente pour les troupes du front de l'Est. Je suis bien placé pour en parler, puisque la surveillance de la prostitution relevait du service de santé de la Wehrmacht, et précisément des officiers de santé affectés au Feldkommandanturen. Les unités de feldgendarmerie avec la police des mœurs françaises faisaient des rafles et des descentes dans les rues, les cafés et les hôtels pour repérer les prostituées non déclarées. Les médecins militaires recherchaient les foyers de contagion, précisai-je. C'est-à-dire, me demande Andy. Quand un soldat a été découvert porteur d'une maladie vénérienne, il devait indiquer les femmes avec lesquelles il avait eu des rapports sexuels, lesquelles étaient immédiatement arrêtées par la police, répliquai-je. Elles étaient examinées et, le cas échéant, soignées de force et enregistrées dans les fichiers de la police. En cas de récidive, elles étaient enregistrées comme prostituées et soumises à une surveillance médicale et à des contrôles policiers rigoureux. Ça signifie qu'il y avait régulièrement de nouvelles prostituées, remarque mon assistant. Oui, en effet, répliquai-je après un instant d'hésitation. Et si elles enfreignaient ces dispositions ou contractaient une maladie vénérienne, en travaillant avec des membres de la Wehrmacht, elles étaient expulsées vers des régions où aucune troupe allemande n'était stationnée ou emprisonnée. Mais Andrew semble poursuivre sa réflexion sur l'augmentation de fait du nombre de prostituées avec ce système. Est-ce que ça signifie qu'il a fallu créer de nouveaux bordels pour ces nouvelles recrues ? Questionne-t-il avec un petit sourire. Ma foi, je crois que oui, car les autorités militaires ordonnaient de planifier et surveiller tout ce trafic. Des immeubles ont été réquisitionnés et des tenancières engagées pour ces nouveaux bordels. Il y avait des bordels pour les soldats et d'autres pour les officiers, et même des bordels spéciaux pour les sous-officiers, pour les employés civils et le personnel de l'organisation Todt. Typique de la manie allemande de tout réglementer. Moi, ce que je vois, c'est que les médecins militaires allemands avaient aussi des fonctions de proxénètes en enregistrant des nouvelles prostituées. Son sourire en dit long quand il m'annonce cette conclusion. Je le regarde un peu éberlué, puis j'éclate de rire. Disons que pour les médecins-chefs militaires, les bordels de la Wehrmacht sont comme des institutions de prévention des épidémies, et les femmes des agents d'infection potentiels. Donc l'organisation des relations sexuelles dans les territoires occupés s'apparente à une lutte contre les maladies sexuelles. Il s'agit de limiter les maladies comme la syphilis et la gonorrhée chez les soldats, afin de les maintenir bons pour le service. Mais les maladies vénériennes chez les soldats allemands sont aussi considérées comme un danger pour la nation allemande. « Oh, carrément !» s'exclame le lieutenant. Oui, car selon la politique eugéniste des nazis, les maladies vénériennes sont liées au pronostic de dépopulation. C'est la théorie de la dégénérescence. Et cette phobie de la contagion est renforcée par l'image négative qu'ils ont de la France et par les représentations stéréotypées des Françaises. Pour eux, la France n'est pas seulement le pays de l'amour et des jeux sexuels, mais aussi terre de la contagion, de la prostitution incontrôlée et du risque de contamination, où d'innombrables Françaises vérolées
menacent la santé des soldats allemands. Marrant. Nous, on nous pousse à coucher avec elles, et vous, c'est le contraire. J'imagine la Wehrmacht victorieuse vaincue par des rapports sexuels avec des Françaises atteintes des maladies vénériennes. Tu ne crois pas si bien dire, Andy. Le bruit s'est répandu dans l'administration militaire que la résistance incitait délibérément des prostituées infectées à entretenir des relations avec des soldats allemands pour affaiblir les troupes d'occupation. En tout cas, nous avons été noyés sous les injonctions de se tenir à distance de la population civile française, surtout avec les Françaises. Les relations sexuelles des soldats allemands dans la France occupée étaient réglées dans le moindre détail par une quantité invraisemblable de dispositions. Interdit de donner le bras aux Françaises, de s'asseoir avec elles sur les bancs des jardins publics ou de fréquenter les cafés et les manifestations publiques, et bien sûr, pas le droit de faire monter des Françaises dans des chambres d'hôtel ou des logements de la Wehrmacht, ou d'entretenir des relations de nature maritale avec elles. Il me regarde hilar en avançant que j'avais été un très mauvais élève, qui avait fait tout ce qui était interdit, moi, un médecin militaire. Car, bien entendu, je lui ai raconté comment j'avais connu Louise. Ça y est, nous sommes en Allemagne depuis le 11 septembre et nous sommes entre Aachen et Trier. Mais notre succès est de courte durée. Les lignes d'approvisionnement sont trop étirées et le ravitaillement en matériel, munitions et carburant ne suit pas l'avance rapide des troupes qui se heurtent de nouveau à une résistance acharnée. Ce répit a permis aux forces allemandes de se replier avec succès sur une ligne de défense située face à la ligne Maginot française, la ligne Siegfried, le Westwall qui s'étend sur plus de 630 km de la frontière suisse jusqu'au sud des Pays-Bas, avec ses 18 000 bunkers et positions défensives, ainsi que d'obstacles anti-chars, les dents de dragon protégées par des champs de mines, des lignes mitrailleuses et des positions d'artillerie. Pour détruire l'artillerie et les points d'appui qui ralentissent notre progression, l'aviation ne peut intervenir que quand le temps est clair. Et ces derniers jours, il est plutôt couvert, avec parfois du brouillard et de la pluie. J'espère que le ciel va se dégager, car je suis impatient de pouvoir reprendre notre marche vers Berlin et Ravensbrück, où se trouve peut-être celle que j'aime et à laquelle je pense sans cesse. Ce n'est que le 20 septembre que l'Air Force peut intervenir en soutien de notre corps d'armée. Mais les semaines s'écoulent et l'espoir de voir la guerre finir avant Noël s'éteint. Les forêts escarpées de l'Eifel et les conditions climatiques qui se dégradent rendent la progression toujours plus difficile.